Bonsoir, on va pouvoir démarrer. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent pour cette table ronde, d'être venus aussi nombreux. Donc ce soir, on s'est réunis ici autour d'un format un peu pas très officiel pour discuter entre nous de la libre évolution, de la place qui lui est laissée dans les projets et les travaux de conservation, et puis pour discuter un peu de l'avenir des pratiques autour de la libre évolution et de la restauration. Ouais, c'est un sujet qui nous semblait intéressant parce que, il y a des projets de restauration et de conservation fortes qui voient le jour pour contrer la perte de biodiversité. Et en ce temps de crise écologique, les gestionnaires de la biodiversité, ils sont parfois confrontés à un dilemme pour répondre aux enjeux de conservation. Donc, est-ce qu'il faut mettre la nature sous cloche en comptant sur sa résilience ou alors, à l'inverse, accélérer le processus en la restaurant? Et donc cette table ronde, elle va porter sur l'utilisation de ces principes, de leurs performances, mais également de leurs limites, en faisant une comparaison à des méthodes de gestion et de restauration qui sont plus actives. Donc pour la structure de la table ronde, dans un premier temps, on a 1h30 qui est notre temps qui nous est imparti. Dans les premières 45 minutes, on va se concentrer un peu la discussion sur nos intervenants quand on fait le déplacement. Donc on va surtout leur adresser des questions. Le but, c'est qu'ils puissent chacun aussi rebondir sur les propos que les autres tiennent. Et puis dans les dernières 45 minutes, là, on va commencer par prendre les questions du public. Et puis voilà, avec les bases qu'on aura fondées, on va pouvoir voir où est-ce que le débat, où est-ce que les questions vont nous mener. Un petit rappel aussi sur le fait que cette table ronde, elle s'inscrit dans le cadre du Carrefour des métiers et des formations. Donc voilà, dans nos échanges, on va aussi essayer de revenir sur les compétences visées dans les métiers qu'on va pouvoir évoquer au fil de nos discussions, et aussi sur les possibles transformations de nos pratiques et donc des métiers, des formations, sur une évolution des compétences nécessaires ou différentes pratiques. Et je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont d'abord pouvoir se présenter. Juste, on voudrait aussi excuser Francis Allais, qui a un empêchement de dernière minute et qui n'a pas pu être présent ce soir. Donc voilà, si Arnaud, tu pouvais commencer à vous présenter, et ensuite on enchaîne. Alors, combien de temps tu nous donnes pour se présenter? 1 minute 30, 2 minutes chacun, pour que ce D'accord. soit Donc, rapide. Arnaud Martin, donc je suis enseignant-chercheur à l'université, prof d'écologie, j'ai pas mal d'étudiants dans la salle. Et je suis aussi président du CEN Occitanie et aussi je représente la Fédération des conservatoires, c'est à ce titre-là plutôt que je parlerai. Et oui, on avait évoqué, oui, un petit peu une présentation. Alors, l'habitude, parce qu'il faut qu'on se raconte un peu des histoires. Donc, pourquoi je suis là, pourquoi je suis engagé là-dedans? Bon, moi, je suis engagé dans le monde associatif depuis longtemps, en fait, depuis que j'ai 18 ans à peu près. Et puis avant, en fait, quand j'avais 14 ans, j'ai cassé les pieds à mes parents pour aller ramasser du pétrole en Bretagne parce que c'était les chouages de la Cadiz. Alors, vous avez aucune idée de qu'est-ce que c'était parce qu'en fait, c'était il y a très longtemps. C'était la troisième chaîne de télévision française avait 2 ans. Alors, vous pouvez même pas. Par contre, le pétrole sur toute la Bretagne, etc. Bon, j'ai pas pu y aller parce que j'avais 14 ans. Donc, je dis pas que je me suis vengé, mais en tout cas, ça a été ça a été un déclenchement pour moi. Et voilà, donc je milite à ma façon depuis ce temps-là. Donc moi, c'est Lionel Coste, donc certains me connaissent ici. Donc je préside l'association Fibia Nature, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Je suis aussi vice-président de la Framna Ardèche. Alors la Framna Ardèche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le FNE. Le FNE en Ardèche s'appelle la Framna. Et puis je suis, pour ceux qui me connaissent aussi, spécialiste du castor, une espèce que j'étudie depuis très longtemps. Voilà, s'il y a une espèce qui est un très bon gestionnaire de la nature, donc on pourra en parler aussi. Donc si je fais comme toi, si je présente rapidement, donc moi quand j'étais jeune aussi, c'était une passion. En fait, alors j'ai pas fait des études naturalistes comme tous mes voisins, comme tous les intervenants, et j'ai fait des sciences autres, puisque je suis professeur de mathématiques. Et je suis arrivé dans le naturalisme, même si philosophiquement ça m'intéressait depuis très longtemps. J'étais très sensible, alors je ne suis pas de votre génération aussi, loin de là. Et tout petit, c'est quelque chose qui me semblait évident qu'on détruisait notre planète. Et donc j'avais envie d'être militant quand j'étais petit, mais je ne l'ai pas fait. Et je suis arrivé vraiment par hasard sur l'étude du castor, mais vraiment, en fait j'étais dans une association qui était une société savante, et ils avaient une revue.
Et là, moi, j'étais content. J'avais des archéologues, des paléontologues. Et moi, bon, je venais d'arriver. Je leur ai dit, mais pourquoi on n'écrirait pas un article? Donc, c'est en Ardèche. Et pourquoi on n'écrirait pas un article sur les castors? Ils m'ont dit, ben, c'est super. Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, tu t'en occupes. Et voilà. Et maintenant, je suis là. Vous voyez. Donc, il y a un parcours. Hein, ça fait pas mal d'années. Et donc, l'association Fiber Nature, on l'a fondée avec des étudiants autour du castor. On attendait un jour le castor qui devait arriver le soir. Et donc, il y avait pas mal d'étudiants, des stagiaires, des services civiques, d'autres associations où je suis. Une association que connaît bien Gilbert et Béatrice Cochet, donc l'association Pas-Ulive en Ardèche. Et là, on attendait. Je me suis dit, mais vous êtes tous étudiants à Montpellier. Et si on faisait à la rentrée, et si on créait une association à Montpellier, hein, il y a Célia qui est là, qui est de l'époque aussi. Et donc, on a créé cette association parce qu'ils m'ont dit, grosso modo, pas cap. Et voilà, cette association. Juste, je signale pour Fiber Nature, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a 4 ans, qui a son siège à Montpellier. C'est une association nationale. Et on fait partie des associations qui achètent des terrains, hein. On fait des acquisitions foncières, comme d'autres associations, hein, dont vous allez parler sûrement. Et donc voilà, donc je suis heureux et merci de l'invitation. Béatrice Crémer-Cochet. Moi, c'est pareil, hein. Je me suis intéressée depuis que je suis toute petite à la nature. Je collectionnais les fiches sur les animaux dans une revue féminine à laquelle ma mère était abonnée. Et tout naturellement, je me suis dirigée vers des études de sciences de la... Ce que maintenant on appelle sciences de la vie et de la terre. À l'époque, ça s'appelait sciences naturelles, qui ne concerne pas que les animaux et végétaux d'ailleurs, mais aussi la géologie. Ce qui est assez intéressant parce que quand on a une formation assez complète dans tous ces domaines, on se rend compte que tout est interconnecté. Et c'est une filière qui permet justement de faire les liens et d'avoir une base suffisante pour pouvoir éventuellement se spécialiser ensuite dans un sujet qui nous intéresse un petit peu plus. Et je dirais que pour moi, j'ai beaucoup travaillé sur le réensauvagement avec Gilbert. Et ce qui a été un déclencheur pour moi, j'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours aimé voyager, de préférence dans des endroits qui sont très différents de la France. Et j'ai eu un petit choc culturel quand on est allé en Australie pour la première fois. C'était en 2000. Je venais juste d'accoucher de ma deuxième fille. Et donc, on a fait 3 mois sur le terrain en Australie. Et le choc, ça a été de voir que dans ce pays-là, on pouvait avoir une très grande proximité avec la faune sauvage, dans des endroits privilégiés qui sont des parcs nationaux. Chose que je n'avais jamais imaginée, parce qu'en France, cette proximité, on l'a perdue depuis très longtemps. Mais elle a existé. Et je vous donnerai un petit exemple pour vous prouver qu'elle a existé, qui est pas très loin d'ici. Vous avez tous entendu parler de la grotte Chauvet. Bah, si vous allez dans la grotte Chauvet, alors la reconstitution, parce que l'original est... Enfin, vous pouvez postuler, vous pouvez faire une petite lettre à la conservatrice de la grotte Chauvet et demander si un jour vous pouvez visiter la vraie, mais la reconstitution est très bien faite. Vous verrez que vous avez 14 espèces de grands mammifères qui sont représentées et que ces 14 espèces sont souvent représentées en grands groupes et avec des détails qui montrent que les hommes qui les ont peints ou gravés les ont observés de près. Un petit exemple, vous avez un groupe de lions et de lionnes. Et si vous regardez bien, vous voyez que dans le groupe, il y a un lion qui est un peu émoustillé. Et il s'intéresse à une lionne. Et la lionne, elle lui jette un regard sans équivoque en lui disant, Bon, aujourd'hui, tu me fiches la paix. J'ai la migraine. L'homme préhistorique n'avait ni jumelles ni téléobjectif pour observer ça. Donc ça veut dire qu'il les a vus de près pour pouvoir représenter de tels détails. Et donc cette proximité, cette abondance et cette diversité de la grande faune qu'on a complètement perdue en France, eh bien, on essaye d'œuvrer pour pouvoir un jour la retrouver, pour que vous, vos enfants, vos petits-enfants et les nôtres aussi, puissent un jour retrouver cette abondance, cette diversité, cette proximité qu'on a totalement perdue. Et l'histoire de comment on fait, elle a débuté c'était dans les années 1980. Gilbert avec un groupe d'ornithologues, avait découvert un couple d'aigles bottés quelque part au fin fond du Massif central. C'est un rapace qui est très rare,
qui était déjà encore plus rare à l'époque, et qui a besoin pour faire son air d'un arbre très grand, parce que son air fait à peu près 1 mètre. C'est un petit rapace, mais madame a besoin de beaucoup de place pour se reproduire. Donc voilà. Et donc cet aigle beauté avait fait son air sur un hêtre pluricentenaire qui un jour a été coupé par le propriétaire du terrain pour en faire du bois de chauffage. Le couple d'aigles a disparu. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit, bon, une réserve naturelle. Le problème, c'est que même si elle est nationale, l'État n'est pas propriétaire du foncier et le droit de propriété en France est supérieur à toutes les protections que vous pouvez mettre sur le terrain. Et donc, on a fini par se dire, mais puisque le droit, la propriété privée est tellement forte en France, on va acheter des terrains pour les mettre en protection forte. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté un programme LIFE. Quand le programme LIFE s'est terminé, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. On a pu acheter 200 hectares avec ce programme LIFE, donc dans les années 90, hein, parce qu'il a fallu un petit temps de cheminement pour mettre tout ça en place. Donc, quand le programme LIFE s'est terminé, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, on a créé avec un groupe d'amis une association qui s'appelle Forêt Sauvage, dont Gilbert est président, moi je suis vice-présidente, qui fonctionne toujours et qui a été le mentor de l'ASPAS, puisque c'est grâce à cette association que l'ASPAS a créé ses premières réserves de vie sauvage en faisant la même chose que nous. Et puis depuis, il y a eu plein de petits qui ont été mis en place et beaucoup d'associations se sont lancées dans cette acquisition foncière pour la protection forte. Un petit mot, Gilbert, peut-être sur votre parcours aussi? Alors, dans mon parcours, je me suis marié avec Béatrice. Donc déjà, vous en avez beaucoup, là. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais ce n'est pas un détail. Le fait de se retrouver avec d'autres, avoir les mêmes objectifs, partager cette passion, se nourrir les uns les autres, ça me paraît vraiment très important. Et à notre époque un peu plus reculée, donc on était moins nombreux en tant que naturalistes, eh bien, ça faisait du bien de se retrouver. Actuellement, vous êtes beaucoup plus nombreux, beaucoup plus efficaces. Euh, vous n'avez pas peur parce que vous savez que beaucoup de choses ont déjà été faites, ont été réussies. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Bon, je suis enseignant, voilà. Et puis, par contre, je suis gestionnaire d'une certaine façon. Donc, il y a notre association Forêt Sauvage. Mais par exemple, je préside le conseil scientifique de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche depuis de nombreuses décennies. Et quand on est à ce poste-là, on voit passer les élus, par exemple, et puis ils disparaissent, puis d'autres viennent, puis ils disparaissent, puis d'autres viennent. Et vous êtes toujours là. Donc, parce que la nature, c'est du solide, c'est de la longue haleine. Et on réussit des petits exploits. Par exemple, dans ma réserve des Gorges de l'Ardèche, la fréquentation, c'est simple, c'est chaque année 2 millions de personnes qui empruntent la route touristique, 200 000 personnes qui descendent en canoë et 20 000 qui descendent à pied. Donc, voilà, ça fait du monde. Et on a réussi à gérer tout ça en arrêtant complètement le bivouac sauvage, par exemple. Et puis, les espèces sont revenues d'elles-mêmes. Le vautour percnoptère est revenu, le vautour fauve est revenu, l'apron est revenu, la lauze est revenue, la loutre. C'est ça. Et donc, toutes ces espèces-là qui avaient disparu et qui sont revenues, en quelque sorte, elles nous disent, bon, bravo les gars, continuez comme ça, ça ira bien. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis, quand on est naturaliste, euh, on peut s'intéresser à tout. Moi, je me suis intéressé pendant pas mal de décennies au Grand-Duc. Donc, j'ai recensé 250 coupes de Grand-Duc dans les rochers, etc. Puis après, on peut passer à autre chose. Je suis passé à la moule perlière. Du Grand-Duc à la moule perlière, bon, ça reste de la biologie des espèces sauvages. Bon, c'est vrai que la moule perlière, elle s'enfonce dans le sédiment jusqu'à 100 ans, 150 ans, même 200 ans. Bon, ça doit être une philosophe fabuleuse. Enfoncer dans le sédiment comme ça pendant 2 siècles, vous devez en réfléchir des choses. Et, et donc, une fois j'étais dans le Morvan,
je cherchais mes moules perlières avec un aquarium, un aquascope, et je regardais tout ça. Puis tout à coup, il y a une dame qui est venue et me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je cherche des moules. Alors, elle se dit, le pauvre homme, va falloir que je l'aide. Et donc, elle me dit, mais je connais un coin où il y a des moules, c'est vers Perros-Guirec. Je l'ai remercié. Merci Voilà. beaucoup, Gilbert. Un petit mot sur votre formation et votre métier, Thierry? Oui, ben, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs pour cette invitation, pour la table ronde et en général pour l'organisation de ce colloque. Donc, je suis Thierry Dutoit, je suis directeur de recherche au CNRS dans une unité qui s'appelle l'Institut méditerranéen de biodiversité et écologie. Dans mon équipe, on s'intéresse à accompagner, renseigner, évaluer les opérations, entre guillemets, globalement, de réparation, en fait, de la nature ou des écosystèmes. Donc, on est amené aussi bien à suivre des opérations dites de restauration active, restauration passive, renaturation, revégétalisation, libre expression, libre évolution, réensauvagement, renaturation, etc., etc. Mon intérêt, en fait, pour ces disciplines scientifiques et pour la pratique de la science, il vient de très loin. À l'origine, je faisais des études courtes. Ça s'appelait à l'époque un BEP, un brevet élémentaire professionnel agricole, option horticulture, sous-option parc et jardin. Ça vous donne une idée dans quoi j'étais embringué. Et heureusement, j'avais un ou deux enseignants qui avaient une ouverture complètement différente en fait sur la pratique à l'époque. Donc on est à la fin des années 70 du XXe siècle sur la pratique à l'époque d'agriculture intensive qui était très agrochimique et qui nous ouvrait en fait sur la nécessité de conserver les haies, les mares, qui étaient complètement à l'inverse de ce qu'on pouvait faire, de laisser s'exprimer en fait la végétation spontanée en milieu urbain. Donc voilà, c'est ce qui m'a initié, ce qui m'a sauvé quoi en fait. Voilà. Merci à lui. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. On va commencer à aborder quelques questions. Bon, une question simple, je ne sais pas, mais en tout cas générale. Donc, en quelques mots, quelle est votre définition de la libre évolution et pour vous, que permet-elle par rapport à la restauration active? Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, je ne sais pas, Arnaud par exemple. Je sais pas si, oui, enfin, dans les conservatoires, pour nous, c'est une, on est connu, j'en sais rien, mais on est connu comme des gestionnaires. On parle de la gestion. Donc pour nous, la libre évolution, c'est une modalité de gestion. C'est-à-dire, en fait, on n'intervient pas sur les milieux et la quasi-totalité des forêts, et on en a beaucoup, en fait. Je pense que les conservatoires, ils sont gestionnaires en France de 300 000 hectares à peu près. Je pense qu'il y a une moitié sont des forêts. Alors, elles sont pas toutes en propriété. Il y a peut-être 15 000 hectares de propriétés forestières, des conservatoires en propriété. En propriété. Les autres, c'est pas vraiment des propriétés. Voilà, il y a différentes modalités entre le bail, le machin, etc. Et la quasi-totalité de nos forêts sont gérées avec une non-intervention. Alors, non-intervention, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quand même des mesures, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de la connaissance, hein. C'est une grosse, la moitié de nos activités au conservatoire, c'est la connaissance. C'est la moitié du temps de travail disponible. C'est 1200 salariés au niveau national. Donc, ça fait 600 équivalents temps plein en France qui travaillent sur la connaissance, donc, dont une partie sur les forêts. Et puis après, bah, il y a la modalité de gestion, c'est on n'intervient pas en fait dans les forêts. Euh, Après, les endroits où on fait pas ce genre de modalité, c'est par exemple des endroits où il n'y a pas d'arbres en fait. Donc les lagunes méditerranéennes, etc. Mais dans les endroits où l'habitat principal est la forêt, il y a la libre évolution, c'est on n'intervient pas, on regarde ce qui se passe. Voilà. Je sais pas si c'est une définition, en tout cas c'est une pratique qu'on fait, quoi. Oui, exactement. C'est s'abstenir d'intervenir à libre évolution, hein, ça dit bien son nom. Et moi, je rajouterais que c'est quelque part faire confiance aux dynamiques du vivant et retrouver une humilité et se dire que notre apparition sur la planète, finalement, elle est très tardive dans la grande galerie de l'évolution. Et finalement, la plupart des milieux, ils se débrouillaient très bien sans nous. Donc, c'est se rappeler qu'un milieu naturel peut parfaitement évoluer, se développer sans nous.
Alors, j'abonde tout à fait. Alors, bien sûr, pour partie, puisque on est là. Et on est là aussi depuis longtemps. On a marqué les milieux. On les marque encore très fortement de par notre présence aux alentours, de par les changements climatiques. Donc, effectivement, la libre évolution, c'est une certaine forme de résilience, en fait, de la nature. On laisse, en fait, au processus naturel ou plutôt spontané, parce que eux-mêmes influencés par les héritages humains et le voisinage. Et donc aussi attention, la libre évolution, elle n'est jamais possible dans sa totalité, puisqu'il y a aussi des réglementations qui nous imposent en fait d'intervenir pour des aspects de sécurité, de régulation d'espèces invasives, nuisibles. C'est pas mes termes, hein, voilà. Donc voilà, mais c'est bien sûr une option qui est très intéressante et j'y souscris totalement, de laisser ces nouvelles dynamiques, cette nouvelle spontanéité, cette naturalité, je dirais, future, tout en faisant attention qu'elle reste que, dans de nombreux cas, pas toujours, c'est toujours des gradients marqués par les héritages humains, par ce qu'on fait autour. Et on n'affiche pas un retour, bien évidemment, au Pléistocène ou au début de l'Holocène. Oui, je voudrais simplement rajouter un mot ou deux. Voilà, je partage tout ce qui a été dit, bien entendu. Euh, Par contre, on a parfois des situations où on peut se prendre pour un magicien. Euh, on transforme la citrouille en carrosse. Euh, c'est par exemple les effacements de barrages. Alors, vous avez un barrage qui empêche les espèces de remonter, le sable, les sédiments de descendre. Donc, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et pour diverses raisons, vous décidez d'effacer ce barrage. Alors, on emploie souvent le terme effacer parce que c'est un terme gentil, joli. Normalement, on va détruire ce barrage. Et comme ce barrage il a été construit par les hommes, on va pas lui. Déjà, il a fallu travailler dur pour construire le barrage, et après, il faut encore travailler dur pour le casser. Et cet effacement, c'est vraiment. Ce sont des exemples qui donnent toute la puissance de toute la- la réaction, la réactivité de ce milieu naturel qu'est le cours d'eau, où une fois que vous avez enlevé le seuil, le barrage, à ce moment-là, les sédiments partent vers l'aval, les poissons migrateurs remontent. Voilà. Et ça, c'est un bel exemple. Ouais, et l'exemple de la forêt est le même, mais le pas de temps est beaucoup plus long, bien entendu. C'est avant que la forêt devienne une forêt ancienne, riche. On estime que quand on a 10% de l'âge, on a 10% de la biodiversité en forêt. Puis voilà, voilà, tous les siècles, pratiquement, on rajoute à nouveau. Alors, je partage bien sûr tout ce tout ce qui a été dit. Je pense il y a plusieurs approches. D'abord, la libre évolution sur des zones qui ont été jamais touchées par l'homme, hein, sur une forêt équatoriale. Ça me semble évident qu'il faut laisser la nature agir. Ensuite, il y a une question philosophique, c'est de quel droit, nous, êtres humains, on agit sur la nature. Est-ce qu'on se prend un peu pour un dieu? Donc, ça me pose un problème philosophique. Et puis, il y a un problème scientifique. C'est que quand on veut agir, on a fait des apprentis sorciers pendant longtemps, hein, en particulier depuis le néolithique et l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. On a vu les effets aujourd'hui où on en est, et puis après au 19e siècle, la révolution industrielle. Mais pour agir, il faudrait connaître. Et on sait que scientifiquement, on ne connaît pas grand-chose, hein, ces écosystèmes, hein, l'imbrication. Tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de recherches que vous faites sur le terrain. Nous aussi, on essaye plus modestement, on n'a pas les mêmes, on fait des recherches. Donc voilà, ça c'est plus une question de principe. Après, sur les milieux qui ont été vraiment marqués par les activités humaines, là, la question de la libre évolution, qu'est-ce qu'on fait? En effet, comme tu as dit, Gilbert, sur les barrages, hein, si je pense, quand on regarde, c'est horrible, hein, quand on regarde tous ces cours d'eau, moi qui étudie le castor, quand on regarde ces cours d'eau, c'est triste, ça donne envie de pleurer de voir que l'être humain a, pour plein de raisons qu'on peut comprendre, il a transformé tous ces cours d'eau en canaux d'évacuation. Ils n'ont pas compris l'intérêt de ces cours d'eau, d'abord parce que la biodiversité existait partout, donc on ne voyait pas l'intérêt. Et donc c'est tout droit, d'ailleurs, quand on regarde, c'est tout droit, c'est une horreur, c'est contre-productif. Euh, et c'est là où je parlais tout à l'heure des castors, hein, quand ils font des barrages. D'ailleurs, en ce moment, il y a une mode que nous, d'ailleurs, on a repris aussi. On a un projet Erasmus Plus à la Fram d'Ardèche pour recréer de façon, en utilisant les méthodes des castors, de refaire des barrages
en bois, parce qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt que nos barrages en béton en fait, qui ont que, je crois qu'ils ont que, ils cochent toutes les cases rouges, on va dire, en termes de biodiversité, alors que les barrages de Castor, eux, ils ont des milliers d'années de plus que nous d'apprentissage, ils sont beaucoup plus efficaces. Très bien. Merci à tous pour ces éléments. On a une autre question qui nous vient un peu naturellement après avoir posé une définition. C'est une question qui paraît un peu candide. C'est comment est-ce qu'on fait de la libre évolution? Alors, à savoir, est-ce qu'il y a des facteurs, des paramètres de réussite, mais aussi d'échec de l'autre côté? Donc, je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui souhaite se lancer sur cette question un peu large. Je sais pas répondre à ta question. J'essaye d'imaginer, bon, quand on a la possibilité de laisser la place à la nature de s'exprimer, comme on peut le faire. En fait, dans les conservatoires, on va examiner, en fait, c'est quoi la situation, c'est quoi les enjeux, quels sont les compromis qu'on peut faire. On a des discussions en conseil scientifique. Et les gens, ils sont pas forcément d'accord hein, dans les conseils scientifiques. Moi, j'ai dans mon conseil scientifique, quand on est par exemple dans de la gestion de l'espace pour le pastoralisme, parce qu'on n'a pas très clairement, on n'a pas évoqué ça, mais il y a toute une flore importante dans les milieux, dans les milieux pâturés. Il faut avoir les chiffres en tête. La forêt, grosso modo, alors les forêts, si vous voulez, a progressé en France, mais le milieu qui s'est complètement cassé la figure sur les 20 dernières années, c'est les prairies permanentes. Donc on a un enjeu là-dessus, et c'est vrai que moi je me souviens de séances avec mon conseil scientifique, bah, finalement de prise de position en disant mais non, il faut faire évoluer les milieux, et puis celui qui est spécialiste de l'élevage leur dit mais comment vous pouvez faire un truc comme ça, vous ne donnez pas assez à manger aux moutons, etc. Donc il y a un espace de compromis et d'échange, et après on prend des décisions, elles sont bonnes, elles sont mauvaises, on regardera ce qui se passe. Ce qui se passe quand on peut laisser la place à la nature, c'est toujours une bonne idée. Je prends par exemple typiquement des milieux on a cette question qui n'est pas vraiment posée sur la libre évolution. C'est en ce qui concerne l'eau par exemple et les milieux lagunaires. Il y a 300 ans, si vous voulez, le Rhône en fait divaguait dans un delta et les îles en fait pour les laraux limicoles en fait se formaient de manière différente, etc. On n'a plus ça. Et aujourd'hui, on n'a pas l'accès, en fait, à rendre l'espace mobile. Bon, aujourd'hui, la question de la réussite de la nidification des larronimicoles, eh ben, est dépendante du fait qu'on ouvre ou pas des robinets d'eau dans des canaux, etc., pour jouer sur les niveaux d'eau, parce qu'en fait, on supplée au fait que bah, là, on n'a pas eu la possibilité de rendre place à la nature. Mais je termine sur cette note positive. Il y a une tendance de fond de rendre la place, notamment par rapport à l'eau. Il y a eu des barrages, oui, c'est des fois compliqué les effacements, mais les collectivités territoriales qui ont pris la compétence sur la prévention, sur les inondations, etc., petit à petit, il y a des travaux. Enfin, tous les cours d'eau, alors là, on parle vous êtes dans la nature en Ardèche, enfin, de ce qu'on imagine d'ici, mais près de Montpellier, tous les cours d'eau ont été calibrés, etc. Et petit à petit, ben voilà, quand on peut desserrer un peu l'espace, c'est mieux, etc. Et ça, c'est une évolution positive. Il y en a pour des années et des années encore. Oui, alors peut-être pour compléter, tu as dit au début les questions au sein des conseils scientifiques, nous on est exposés à ça, en particulier en Ardèche, puisque vous avez peut-être compris, on est beaucoup implanté en Ardèche, dont je suis originaire, et nous on a beaucoup de garrigues. Et les garrigues, c'est l'aboutissement, on va dire, depuis 5000 ans, on va dire, d'agropastoralisme. Et la question se pose, hein, puisque la biodiversité en France, presque la plus importante, se trouve justement quasiment dans ces garrigues. C'est pas dans nos forêts puisqu'on les a un peu, on les a massacrés. Donc en France, c'est quand même beaucoup dans les garrigues. Et donc quand on met autour de la table des spécialistes de notre conseil scientifique, ils sont pas d'accord. Moi, je suis toujours surpris. La première fois, j'étais très surpris. Alors l'ornithologue va dire, ben non, il faut laisser tel arbre. L'autre, il va dire non, il faut les couper parce que pour telle plante. L'autre, il va dire oui, mais pour tel insecte, il faudrait laisser cet arbre aussi. Et donc c'est là qu'on voit que c'est compliqué. Et puis c'est des questions pour moi philosophiques aussi. C'est vrai que ça fait 5000 ans qu'il y a une biodiversité qui s'est installée sur ces zones. Elle est riche. Si on la laisse en libre évolution, on va dire allez, entre 50 ans et un siècle, ça sera vraiment refermé, à peu près.
donc on perd cette biodiversité. Donc c'est vraiment des vraies questions qui sont difficiles à répondre, je trouve. Voilà. Et puis il y a une deuxième remarque que je voulais faire sur la libre évolution, sur lequel il y a le débat. Quand on veut intervenir, alors c'est vrai que je pense que sur des milieux qui ont été anthropisés, mais vraiment abîmés, on a envie d'agir parce que c'est vrai que les résultats sont longs sinon. Si on laisse la libre évolution, ben, c'est les premières espèces des espèces qui vont dominer au départ. Et je pense qu'on a aussi, nous sommes des êtres humains et on a envie de voir les résultats rapidement. Et c'est vrai que, ben, suivant voilà, si on pense à notre échelle, à quelques décennies, c'est vrai que la libre évolution, au départ, si on réfléchit en quelques décennies, la biodiversité, elle va pas être terrible, peut-être. Et donc, on a envie de l'aider de façon naturelle, on a envie de l'aider. Et quand on réfléchit finalement à long terme, c'est pas ce qu'il faut pas faire en fait. Je ne parle pas des barrages et tout ça, là c'est autre chose, hein. Là, c'est la nature ne peut pas détruire les barrages tout seul. Et c'est des questions que je me pose. Est-ce qu'en fait, quand on agit, qu'on veut intervenir avec des bonnes intentions, est-ce que c'est finalement pour nous? Parce qu'on a envie de voir un résultat. Moi, je suis le premier des fois à me poser des questions. On a envie de dire, ah non, mais sinon, voilà, ça va être des espèces qu'on n'a pas forcément envie, des espèces qu'on appelle entre guillemets invasives. Ce sont des vraies questions et je n'ai pas forcément de réponse. Bon, c'était une remarque que je voulais partager avec vous. Voilà. Je crois que dans ce que tu as dit, il y a quelque chose d'important, c'est le long terme. Et moi, je dirais qu'il existe une Bible de ce que c'est la libre évolution. Et cette Bible, elle a été écrite par des gens qui ont étudié le parc national suisse. Le parc national suisse, c'est le premier parc national européen à appliquer la libre évolution. C'est pas le premier parc national européen, les premiers ont été en Suède. Et le parc national suisse, par contre, c'est les premiers à avoir appliqué la libre évolution dès le départ. Il a été créé en 1914. Et donc, à l'occasion du centenaire, il y a un ouvrage qui a été édité sur toutes les études qui ont été faites sur un siècle de libre évolution. Et c'est extrêmement intéressant parce que on se rend compte que finalement, certaines idées, dont celle que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que vous laissez un milieu, une prairie en libre évolution, ça va se fermer, elle n'est pas toujours vraie. Nous, on est allé dans le parc national suisse en 2019 et c'est vrai que, bon, au départ, il y avait des pâturages à vaches. Les vaches ont été retirées, de même qu'on a arrêté de couper, d'exploiter le bois et on a arrêté la chasse également. Eh bien, un siècle après, vous avez effectivement certains pâturages qui se sont refermés, qui se sont reboisés, mais vous avez encore des milieux ouverts extrêmement riches en biodiversité. Simplement, ils sont plus pâturés par les vaches, mais le soir, vous voyez sortir les biches, leurs faons, ou les chamois, les bouquetins, suivant les endroits et qui finalement remplissent une fonction aussi d'ouverture de milieu en quelque sorte. Mais simplement, ça ne sera pas fait par des vaches, des moutons ou des chèvres, mais par des animaux sauvages. Et ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est se garder de se dire qu'un milieu doit être fixe et qu'on doit le conserver absolument. Alors, parfois, on a une tendance conservationniste pour des espèces qui sont devenues très rares ou en voie de disparition. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'un milieu, sa vocation, c'est d'évoluer. Et donc, dans une forêt, par exemple, vous avez à un moment donné des milieux un petit peu ouverts qui vont se refermer, mais à l'occasion d'une tempête ou d'un incendie, vous allez avoir d'autres milieux qui vont s'ouvrir. Un chablis, par exemple, va vous ouvrir milieu et va recréer, va permettre à la biodiversité de ces milieux, micro-milieux ouverts, de se réinstaller, etc. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Oui, moi, je n'avais pas trop d'inquiétude pour la livre évolution. Alors, peut-être que je la vois partout. Là, j'ai pris le train pour venir d'Avignon. La libre évolution, je la vois dans énormément d'espaces urbains, de friches urbaines, périurbaines, etc. Je la vois dans nos moyennes montagnes, en très grande surface, dans l'étage montagnard et subalpin, avec le recul. Ce qui m'inquiète plus, en fait, c'est que bien souvent, ces stades d'évolution, c'est par, je dirais, par défaut d'aménagement, de faillite, de choses diverses, de retrait de l'agriculture, et que de fait, on est à une face, à une nature un peu temporaire. C'est-à-dire qu'elle est en libre évolution tant que personne s'en préoccupe, y compris les gestionnaires classiques. Voilà. Et donc, peut-être qu'il y a des réflexions à faire énormes sur notre législation de conservation des espaces et espèces protégées, sur des approches qui sont plus sur la naturalité, ce qu'on appelle la nature ordinaire, etc., pour laisser le temps à ces natures de maturer
de devenir, etc. Le souci, il est là, on manque d'outils en fait pour conserver en fait par rapport à ce qu'on peut appeler la nature extraordinaire, là où il y a des habitats et des espaces protégés. Et souvent, ben, ces habitats où il y a de la libre évolution, quelle que soit leur surface, c'est en cours, mais jusqu'à quand à chaque fois, quoi. Super, merci beaucoup. Comme on se trouve dans un salon sur Carrefour des métiers, on voulait aborder une question qui aborde plus les formations et les compétences. Donc on se demandait simplement quelles sont les formations et vraiment les compétences nécessaires pour pouvoir réussir un projet de restauration, qu'elle soit active, passive. Voilà. Thierry, je ne sais pas si vous avez une idée déjà. Enfin, à ma connaissance, je me trompe peut-être dans le système académique, universitaire ou de grandes écoles. J'ai jamais vu pour l'instant d'option réensauvagement, libre évolution ou naturalité. Je pense qu'à partir du moment dans toute formation où il y a des enseignants en biologie, écologie, gestion des espaces naturels, ingénierie de l'environnement, je pense qu'actuellement, c'est quand même des concepts, des approches qui ont pas mal diffusé et qu'à un moment ou à un autre, dans toute formation, bah, on va dire, en étant optimiste, dès le M1, on doit avoir quand même des intervenants qui parlent en fait de ces différentes interactions entre l'homme et la nature en matière de conservation, gestion, restauration. Et ces termes, ils doivent être abordés. Après, j'ai pas connaissance dans d'autres systèmes, donc non universitaires ou académiques, privés, de formation par alternance, rurale, etc., où il y aurait cette ouverture. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai fait un BTS à l'époque qui s'appelait Protection de la nature, où déjà c'était fortement discuté. Donc là, on est dans les années 80. Donc j'imagine que ça n'a pas changé, qu'on parle de ça, qu'il n'y a pas automatiquement un enseignement, je dirais, monolithique sur l'interventionnisme systématique en matière de gestion, restauration des espaces naturels. Et puis, Est-ce bien que quelqu'un évidemment, a quelque chose je à pense que rajouter là-dessus? le monde associatif, à travers, moi j'interviens pour les conservatoires d'espaces naturels, parcs naturels régionaux, à travers de sorties grand public, où on aborde systématiquement en fait ce panel en fait d'actions potentielles. J'imagine que c'est fait aussi, mais peut-être que je suis d'un optimisme exacerbé. Euh, les compétences, en fait, elles sont diverses. Il y en a plusieurs. Et puis, on s'est un peu spécialisé il y a 20 ans, 30 ans, bah, finalement, dans les associations, dans les structures. Il y avait beaucoup de gens qui étaient voilà, des moutons à cinq pattes, hein. On fait de l'expertise, de l'acquisition de connaissances sur les espèces, et puis on fait aussi, bah, on produit des cartes. Il faut expliquer en fait au conseil scientifique, aux gens, etc. Donc il y a ces compétences-là. Aujourd'hui, les métiers commencent un petit peu à se spécialiser, mais il y a, il y a des familles, donc il y a tous les métiers au niveau de la connaissance. Et aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que effectivement, l'ornithologue, il n'est pas en même temps RP, enfin des fois un petit peu, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Et puis, on peut pas être ornithologue le jour, chiroptérologue la nuit, etc. Donc, il y a des compétences naturalistes qui sont importantes. Il y a des métiers autour de la question du foncier, on ne l'a pas abordé, mais en fait, quelque part, bah, l'acquisition foncière et la maîtrise foncière, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ça requiert des compétences et voilà, on recrute aussi des gens qui viennent pas forcément du monde de l'écologie, mais qui viennent du monde, je sais pas, du droit, etc., mais qui s'intéressent à nos questions parce qu'il faut voir que, j'imagine, dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le domaine de l'écologie, mais imaginez-vous que dans les autres facultés, etc., il y a un intérêt, mais très fort, qui monte dans les sciences de gestion, dans le droit, etc. Et il y a des gens qui viennent frapper à la porte déjà au niveau de la formation pour dire, mais j'ai envie de revenir faire continuer, terminer mes études chez nous. Et puis aussi dans nos structures, quand on embauche, etc., il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Et dernier point, alors on parle de libre évolution, mais je reviens à la restauration, c'est-à-dire que la restauration, comprenant le fait qu'à un moment donné, on intervient pour faire quelque chose sur le terrain. Donc, je caricature, hein, j'ironise. On ne paye pas des bacs plus 5 pour tenir la pelle et la pioche. Il y en a des fois, ils le font. C'est bien de l'avoir fait dans sa vie. Moi, j'ai appris à conduire sur les tracteurs, hein. Quand j'avais 14 ans, 14 ans, 18 ans, j'étais commis dans une ferme pendant les étés. Donc, je m'en sers en fait. Donc, j'ai des équipes travaux.
Évidemment, dans les équipes travaux, ben, c'est d'autres personnes qui ont fait, ils ne sont pas forcément BTS GPN, voilà, c'est d'autres parcours. Donc la capacité de travailler en interaction avec des compétences différentes, avec des niveaux différents, avec des univers sociaux différents, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que les gars qui sont avec la tronçonneuse ne sont pas forcément dans le même univers social que le bac+5 qui sort diplômé de Montpellier. Peut-être, peut-être pas. C'est grave, c'est pas grave, mais il faut en avoir conscience. Donc il faut vraiment avoir envie de travailler pour la nature, mais d'aller aussi vers les autres et d'intégrer cette dimension-là. C'est vraiment une compétence importante. Merci beaucoup Arnaud. Un peu dans la continuité, on voudrait savoir, d'après vous, quelle est la place en fait d'un gestionnaire, d'un écologue dans des méthodes dites de restauration passive, donc dans la libre évolution, hein, parce que ça sous-entend quand même qu'il y a un interventionnisme qui est quasi nul. Donc, quelle est notre place? Quelle est un peu la place de tous ces futurs gestionnaires? Je ne sais pas si l'un de vous se sent. Le chômage. Ouais. Ah, on essaie de donner une autre perspective que ça. Non, mais je vois ce qui sous-tend la question. Non, je pense pas qu'à partir du moment où il y a de la libre évolution ou du réensauvagement, ce soit terminé, notamment de tous les suivis qu'il y a à faire, parce que bah, justement, c'est une grande partie de notre travail, que ce soit en matière de réensauvagement, de restauration, d'abandon. À un moment, il faut évaluer. Il faut aussi proposer à la fois de nouvelles connaissances et de l'innovation. Et à ce moment-là, il y a énormément besoin de compétences en termes de suivi dans tous les compartiments naturalistes possibles et imaginables. Et Dieu seul sait combien maintenant on en manque. Et en plus, bien évidemment, sur toutes les études, faire l'inventaire à l'après-vert de toute la biodiversité, ça ne suffit pas en soi. Il faut aussi regarder toutes les interactions extrêmement complexes qu'on peut avoir. Elles ont été évoquées. Et puis aussi travailler sur certains compartiments qui ont été des boîtes noires pendant très très longtemps, notamment le sol, dont on découvre actuellement la formidable biodiversité, hein, 2 tiers de la biodiversité au monde, et il y a énormément encore à faire. Donc rassurez-vous. Voilà. Oui, simplement un exemple pour illustrer cet aspect. Dans ma réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, on s'intéressait bien sûr à tout ce qui était oiseaux de proie, falaises, etc. Et puis, il y a un laissé pour compte, c'est la forêt, puisque la forêt, on la coupait tous les 30 ans pour faire du bois de chauffage, etc. Donc, on a dit pourquoi pas continuer. Et à un moment donné, je me suis dit, avec le conseil scientifique, on va essayer de lancer quelques études, quelques inventaires sur cette forêt dont on ne parle pas. Et à ce moment-là, on a fait un inventaire des mousses, un inventaire des coléoptères saprophyliques, un inventaire de la fange. Et alors, tout à coup, notre forêt de la réserve naturelle des Gorges Ardèche a pris une ampleur, brillait de toutes ces merveilles. Et ça y est, elle est devenue, et cette fois-ci, il n'était plus question de la couper tous les 30 ans, comme on a toujours fait avant. On peut continuer de le faire pour faire du charbon de bois, mais en dehors de la réserve. Et donc, la libre évolution, il y a des outils qui sont aussi des stratégies qu'on peut utiliser. Et c'est vrai il faut faire rêver. Je vous raconte une toute petite histoire de naturaliste plaidoyer. À Montpellier, il y avait une, une microcentrale qui devait être construite. Et sur une rivière, la Virdange, qui est un affluent d'un affluent de l'Allier, une rivière 100% en parfait état. Et les gardes de l'époque, c'était le Conseil supérieur de la pêche, ils m'ont dit, mais là, de toute façon, c'est plié. Ouais. À l'époque, je faisais partie de la commission des sites et j'avais lu dans un ouvrage qu'ils avaient trouvé une moule perlière dans cette rivière dans laquelle il y avait une perle. Ils avaient pris la perle et il y avait quelque truc jaune dans la perle. Et c'était une paillette d'or. Oh, voilà. Donc, je suis arrivé à la commission des sites. J'ai dit, ben voilà, vous allez construire, détruire une rivière. Donc, vous allez tuer la rivière aux perles d'or. Non. Et à ce moment-là, il y avait le préfet et puis le président de la société académique, etc. C'était très, très vénérable dans les départements. Il m'a dit, c'est un beau plaidoyer. Et le préfet a fait un arrêté préfectoral, comme quoi on ne fera pas de moule perlière, de microcentrale dans cette rivière, étant donné qu'il y a des moules perlières. Et donc voilà, un outil, petite moule, bon, elle attendait depuis 2 siècles, hein, de philosophie qu'elle sert à quelque chose, et bien voilà comment ça peut arriver. Et donc la libre évolution, ça peut être ça aussi, ça peut être des espèces phares
dont on suit le comportement et parfois on peut se tromper. Donc voilà, on peut avoir des fois à rectifier certains. Mais on tâtonne. La nature, elle fait tout ça, elle fait tout bien depuis longtemps. Mais nous, on tâtonne. Bon, voilà. Voilà. Lionel, tu voulais Et rajouter je voulais quelque juste chose? rajouter, la libre évolution me semble encore avoir plus de sens aujourd'hui, puisqu'il y a le dérèglement climatique. Et je pense que c'est encore plus important. C'est pas, donc déjà, la nature, c'est pas, hein, on la conserve pas, hein, comme tu disais, Béatrice. Donc il y a une dynamique, donc déjà qu'on maîtrise pas, hein, donc on ne peut qu'observer. Et en plus, le dérèglement climatique nous oblige, moins on agit, puisqu'on ne sait pas comment ça va fonctionner, on ne sait pas l'évolution qu'il va y avoir. Donc déjà, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc avoir la prétention de se dire on va comprendre ce qui va se passer dans les prochaines décennies, c'est quand même un peu compliqué. Et donc je pense que, comme on dit, comme vous avez dit, c'est donc un gestionnaire, c'est d'abord étudier, hein. Je pense qu'il faut être humble déjà, hein, comme on a dit, hein. C'est pas que des taxons, c'est déjà des interactions, un écosystème qu'on ne comprend pas. C'est complexe, hein, c'est des phénomènes peut-être presque chaotiques, hein, si on prenait des exemples en physique. Et puis, il y a ce dérèglement climatique. Voilà, c'est compliqué. Je pense qu'on est face à enfin, on le sait, hein, face à plein de questionnements, mais voilà. Oui, je pense que c'était important de le préciser aussi. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça fait une petite transition avec la dernière question qu'on voulait vous poser avant de laisser la parole à la salle. Est-ce que pour vous, il y a un bon équilibre donc, à trouver entre la libre évolution et la restauration active? Voilà, une question un petit peu ouverte pour donner des idées sur les questions à poser par la suite. Moi, je dirais que les deux sont complémentaires. Évidemment, l'idéal pour la restauration d'un milieu, c'est de laisser faire, de laisser le temps et l'espace pour que les processus puissent se faire spontanément. Mais parfois, c'est pas possible. Je vous donne un exemple concret, c'est le bison d'Europe. Au début du XXe siècle, il n'y avait plus un seul bison sauvage en Europe. C'est pas le même que le bison d'Amérique, hein. Il n'y avait plus un seul bison sauvage en Europe. Donc, si on n'était pas intervenu, eh ben, il y aurait toujours plus un seul bison sauvage en Europe et on aurait perdu totalement la fonctionnalité écologique liée à la présence de ce grand herbivore. Donc, dans ces cas-là, il fallait effectivement une intervention. Et l'intervention, elle a un sens quand il y a quelque chose qui est quasi irréversible, mais que l'espace n'a pas complètement disparu et que donc par sa réintroduction, on peut quand même restaurer les fonctionnalités liées à la présence de cette espèce. Donc pour moi, les deux sont complémentaires. Il faut les utiliser à bon escient. Voilà, tout à fait, juste pour compléter, elles sont complémentaires, leur attention dans l'espace et dans le temps, bien évidemment. Il n'y a surtout pas de dogme à avoir pour une restauration active, le réensauvagement ou la libre évolution. Chaque projet en soi, par rapport aux causes de dégradation, au contexte dans lequel ils se mettent en place et aux objectifs des populations qui sont concernées sont assez différents. Mais on peut très bien imaginer, ça nous est déjà arrivé, en fait, d'avoir à travailler sur des sites où on va devoir, bien sûr, arrêter le régime de perturbation. C'est le premier élément, sinon on ne peut pas faire grand-chose. Et puis après, avoir besoin de faire ce qu'on appelle des phases de remédiation, de réhabilitation, qui consistent bien souvent à dépolluer, faire de la déconstruction, retirer des surfaces en béton, etc. Qu'aucun animal sauvage connu pour l'instant, peut-être que le tricératops, il pouvait le faire, mais voilà. Alors après, c'est pareil, les dalles de béton aussi peuvent être colonisées par le temps. Il y a des cyanobactéries, il y a des successions qui peuvent se mettre en place. Mais après, une fois en fait que ces éléments qu'on appelle des seuils d'irréversibilité pour la résilience, on peut tout à fait imaginer laisser faire, voire du réensauvagement si on a la possibilité de réintroduire des espèces. Et d'ailleurs, que ce soit parce que souvent, il y a les réensauvagements, il y a les herbivores, je pense qu'on va l'évoquer, mais il y a aussi toute une gamme d'espèces hein, qui va des prédateurs jusqu'aux bactéries qui peuvent nous aider pour le réensauvagement. Ah ouais, je vais pas paraphraser, mais je suis complètement d'accord avec Thierry. Je vais donner aussi un autre exemple.
Et je confirme qu'en fait, chaque situation fait l'objet d'un débat, d'un examen, aspect scientifique, technique, financier, etc. Tout ça est mesuré avant l'intervention. Et il y a des situations dans lesquelles, effectivement, on cherche aussi un peu à gagner du temps, parce qu'effectivement, ça dépend de ce qu'on appelle le temps long. Mais si le temps long, c'est dans 1000 ans, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, on peut pas s'imaginer. Et par exemple, par rapport à des situations d'habitat, de type petite rivière méditerranéenne, bah oui, à un moment donné, oui, bah on va gagner du temps, c'est-à-dire relaisser la place à la rivière. Elle peut retrouver hein, sa place, mais on ne sait pas si c'est dans 1000 ans, etc. Puis nous, faut l'avouer, on n'aura pas ces services. Si on fait un reméandrage de la rivière, elle développe de nouvelles fonctionnalités. Et puis par rapport aux impacts de la pluie, etc., ça nous apporte quelque part un service. Hmm. Donc on accélère le truc parce que aussi on est un peu gagnant dans l'histoire. Beaucoup pour ces réponses. Lionel, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque Non, chose ou... peut-être finalement. Bon, enfin, si je résume un peu, c'est en fait, il faut être pragmatique. Hein. C'est vrai qu'au départ, j'ai une approche aussi philosophique, mais en fait, dans la pratique, on voit, hein, suivant les situations, on fait comme, voilà, hein, qu'avec des conseils scientifiques qui discutent, on essaie de trouver un compromis, pas toujours facile. Et on ne sait pas, bien sûr, à l'avance, hein, si on joue aux apprentis sorciers, des fois, si on intervient ou non. Mais bon, voilà, Ok, faut essayer. super. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer aux questions dans la salle. On voit déjà une main levée. Ok, super. N'oubliez pas de vous présenter à chaque fois que vous prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour et merci pour, pour ces interventions. Je m'appelle Arthur Astouri, je suis donc dans le Master 2 Biodivine. Et en fait, donc, on a vu donc là lors de vos interventions qu'en fait, en fait, il y avait toujours un peu des manquants et vous les avez un peu évoqués à la fin. C'est qu'en fait, dans le réensauvagement ou la libre évolution en France, on parle souvent du vieux bois, on parle des zones humides, on parle des prédateurs, des nécrophages, etc. Et effectivement, vous me voyez arriver gros comme un bison, c'est qu'en fait, il en manque. En fait, j'ai l'impression que dans le réensauvagement français, on manque systématiquement des grands herbivores, alors qu'en fait, ce sont un peu la clé des écosystèmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des espèces clés de voûte. Et donc, ce sont eux qui, justement, permettent l'évolution des milieux, qui permettent d'éviter qu'ils se referment totalement, qui évitent dans les zones méditerranéennes les risques d'incendie, etc., etc. Et donc, je me demandais, dans les milieux militants et dans les milieux du rewilding en France, pourquoi est-ce qu'on n'évoque jamais ces grands herbivores? Est-ce que c'est lié à une amnésie écologique ou est-ce que c'est lié au fait que ce serait trop illusoire dans un pays qui est trop anthropisé? Ou est-ce que ça peut être autre chose? Merci. Alors, je pense pas, enfin, je partage pas cet avis. Il y a eu de nombreuses opérations en fait de gestion, plutôt de restauration, qui ont consisté en la réintroduction de grands herbivores, qui ne sont pas forcément sauvages avec un grand S, et ça depuis les années 80, notamment Thierry Lecomte, hein, qui a été un précurseur au Marais Vernier, etc., avec les Highland Cattle. Enfin, j'ai pas cette impression. Après, ces opérations-là n'ont pas été étiquetées à l'époque comme étant du réensauvagement ou du rewilding. C'est peut-être ça qui manquait. À l'époque, on parlait d'éco-pastoralisme, on parlait de pâturage naturel, c'est encore des termes qu'on emploie, et c'est peut-être pour ça en fait qu'il n'y a pas cette identification. Mais il y a de nombreuses réserves naturelles, espaces protégés en France qui font appel aux herbivores. Alors bien évidemment pas l'herbivore géré comme sauvage, si je peux me permettre, mais avec tout un gradient qui va de l'élevage extensif à la présence d'animaux plus ou moins féraux. Voilà. Moi, c'est étonnant que tu dises ça, parce que moi j'ai plutôt l'impression que bien souvent, réensauvagement, on le connecte à grands herbivores et qu'on parle beaucoup moins de la réintroduction des insectes, de certaines plantes, de certaines bactéries, etc., qui ont des rôles tout aussi importants en termes d'ingénieurs de l'écosystème, sans compter que, par exemple, c'est eux qui vont réguler les grands herbivores, parasites, etc. Donc voilà, mais je ne pense pas qu'il y a une gestion à la française qui mettrait de côté les grands herbivores. Par contre, une identification à l'approche réensauvagement, etc., contrairement à ce qu'on a aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays, mais je n'ai pas forcément cette vision globale, peut-être. C'est pas un dialogue à deux, hein, et après je vais lâcher Ouais. mon bout de gras, mais en fait, effectivement, c'est
justement, ce qui me posait question, puisque donc, il y a eu un séminaire à Nîmes justement sur la question des grands herbivores et souvent des herbivores féraux. Et en fait, ben, ce qui était un peu remarqué, c'était que souvent, effectivement, c'était de l'élevage amélioré en réalité sur des surfaces réduites, avec pour des contraintes sanitaires des animaux qui étaient parqués, qui étaient parfois vermifugés, ce qui est du coup complètement contre par exemple la présence de bousiers ou d'insectes coprophages. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, effectivement, moi j'insistais un peu sur le côté sauvage, sur le fait que sans intervention, en tout cas humaine-humaine, avec des animaux qui ont des traits fonctionnels vraiment extrêmement lié à l'occupation du milieu 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qui ont fait que du coup, forcément, lié à leur évolution, des impacts beaucoup plus différents que les animaux domestiques ou que certains animaux féraux, même si, effectivement, sur beaucoup de choses, ils se rapprochent. Merci. Attends, je complète. Ah, pardon. D'accord avec toi. D'accord avec toi. Encore faut-il que à ces animaux sauvages, on leur donne des conditions de vie d'animaux sauvages. Et bien évidemment, la limite, en fait, par rapport à ces opérations de réensauvagement avec un grand E à ensauvagement, c'est qu'à un moment ou à un autre, on rencontre toujours des clôtures, on rencontre toujours un multi-usage, en fait, de ces habitats-là. Et c'est ce qui va beaucoup limiter, en fait, le rôle de l'animal comme sauvage. Parce que finalement, un animal sauvage qui est contraint, en fait, qui a plus cette mobilité très importante parce qu'il y a un contrôle quand même bottom-up en fait par la ressource herbagère qui fait que la plupart des grands troupeaux sont mobiles, mais très rapidement cet effet du comme sauvage, tu le perds. Voilà. Et je voudrais aussi rebondir en juste 3 points. D'abord, il y a des endroits où ça se fait, puisque le cheval de Przewalski sur le Cosméjean, il est en autonomie. Et puis il y a le parc voilà, moi je connais pas le détail. Il y a le parc des Monts d'Azur aussi qui tente de faire des choses. Non, mais on n'est pas au Yellowstone à un moment donné. Et quand on dit que la gestion des milieux naturels avec les Highlands, c'est de l'élevage, non, je suis vraiment pas d'accord. Nous, on en a des vaches hein, au Seine-Occitanie. On voit dans quelles conditions elles travaillent, etc. Elles sont présentes. Ça n'a rien à voir avec l'élevage. Alors après, l'histoire du traitement, bah, il y a des règlements en France. Et on peut pas s'abstraire. Voilà, on n'est pas. Si on était là tous au milieu de la Sibérie, pas de problème. Je pense qu'on pourrait faire ce qu'on veut, mais il y a des règlements. Et donc, et déjà, quand il y a déjà des très gros problèmes avec la faune sauvage, confère les bouquetins, etc. C'est compliqué. Donc, il faut bien qu'on trouve des terrains d'entente, etc. Il y a des compromis. Donc, on ne dit pas que c'est pas bien de le faire. On fait les choses avec les compromis qui sont à nos moyens, mais non, la gestion des prairies et des zones de tourbière comme on a en Occitanie avec des vaches Highlands, c'est pas l'élevage. Non, 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 mais je crois qu'il employait élevage amélioré, pas au sens agronomique, justement au sens conservation, hein. Voilà, parce que là, un éleveur classique, il était mort là. Ah oui, c'est sûr. On va peut-être passer à la question suivante. Je crois que tu avais dit. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je m'appelle Justine et je suis en première année de master gestion de l'environnement. Et c'est une question avec aucune a priori, c'est pour avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la migration programmée dans le cadre du réchauffement climatique? Quand par exemple on programme de replanter des arbres en enfin plus haute latitude, pardon, pour anticiper vis-à-vis du réchauffement. Euh, Moi, je dirais que la Terre a déjà subi des changements climatiques, alors pas à la vitesse à laquelle on assiste, mais le gros problème actuellement, c'est que les espaces naturels sont complètement fragmentés, souvent réduits à de très petites portions, et très souvent, ils ne sont plus connectés. Et donc, tous ces phénomènes de migration naturelle qui ont eu lieu hein, au moment des glaciations, il y a eu une espèce de jeu de yo-yo des espèces qui descendaient vers le sud quand il y avait une glaciation, remontaient vers le nord pendant les périodes d'interglaciaire ou en altitude, on retrouve ces variations. Et le problème actuellement, c'est que lorsque ces migrations avaient lieu, eh bien, il y avait une connexion, il y avait de vastes étendues sauvages qu'on a totalement perdues. Maintenant, les étendues en libre évolution en France, qui sont vraiment en libre évolution, c'est à peu près 1% de la surface du territoire. Donc, c'est quelque chose de complètement fragmenté. Et trop souvent encore, ces zones en libre évolution qui sont sous protection forte sont complètement déconnectées les unes des autres.
Et le gros problème actuellement, il est là. Oui, comme corollaire, je dirais que ça peut être tenté, pour remonter un petit peu les espèces vers le nord avec le chaud qui vient du sud. On le fait pour la vigne. On commence à le faire pour la vigne. On implante des vignobles plus au nord, ou pour le Champagne, par exemple, qui est sur les bords du bassin parisien géologiquement parlant. Ben, le bassin parisien, il est aussi, c'est le bassin de Londres. Donc, on a mis du Champagne du côté de Londres. Géologiquement parlant, c'est pas complètement idiot. Bon, par contre, il faut bien voir, moi, ce qui me semble intéressant, c'est d'étudier justement ce petit passage de augmentation de la température à la période de l'Atlantique, c'est-à-dire il y a 6000 ans à peu près. Vous aviez sur les sommets de la Margeride, par exemple, en Haute-Loire, en Lozère, que du chêne. Il y a vachement que du chêne. Et puis, 6600 ans précisément, vous avez, tout ça on le sait avec les recherches sur les pollens, vous avez le froid enfin, vous avez un climat un peu plus frais et un peu plus pluvieux, et c'est l'aïtresse sapinière qui s'installe. Et donc ça en très peu de temps. Donc, à mon avis, ce serait vraiment très intéressant de s'intéresser à cela, plutôt que de partir, youpi, youpi, on va replanter, vous allez voir ce que vous allez voir. On a un sujet extrêmement intéressant. La remontée du niveau de la mer, la Méditerranée, elle était 1 mètre par siècle. On dit que tout va très vite maintenant. Non, non, il y a eu des périodes, ça allait très très vite. Ça a été mesuré, daté. euh, alors, quand j'ai fait des calculs, puis c'était à 120 mètres plus bas il y a 10 000 ans. Alors, 1 mètre par siècle, je trouvais ça rapidement. Alors, on était avec Cédric Villani, le grand mathématicien donc, chez les Indiens Kogi. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, il m'a dit que c'était bien ça. Donc, c'est garanti, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a des aspects, voir comment a pu fonctionner la nature auparavant, sans notre aide, ça peut être intéressant. Enfin, ça peut pas être intéressant, c'est intéressant. Voilà. Et puis, sinon, pour les grosses bêtes, tout ce qui a été dit est parfaitement vrai. L'auroch, on pourrait bien mettre l'auroch, mais l'auroch, c'est une vache. Donc, c'est pas un animal sauvage. Donc, voilà. Donc, on n'en fait pas ce qu'on veut. Il reste le bison. Alors le bison, c'est vrai que il commence à être réintroduit un petit peu de partout, et puis on se rend compte que ça se passe globalement plutôt bien. C'est impressionnant. Alors, on avait été invité par les Suisses pour voir un site de réintroduction possible dans le Jura suisse, et juste à côté de la France. Donc, comme ils connaissent pas, si on leur met pas une barrière trop grosse, ils viendront nous faire coucou. Eh bien, bon, on était là, on a pu les photographier quasiment à bout portant, alors qu'ils sont complètement sauvages. Donc voilà, il y a des choses intéressantes qui vont arriver, parce que jusqu'à présent, nous sommes une génération de timorés, parce qu'on était très petits, très peu. Nous, quand on discutait avec les élus, ça, je me rappelle toujours, c'est «Oh vous, les petites fleurs, les petits oiseaux». Bon, d'accord. Maintenant, quand on arrive avec les chiffres de l'écotourisme, qu'on leur sort des centaines de millions, voire des milliards, ils n'osent plus dire «Oh vous, les petits oiseaux, les petits machins». Voilà. C'est bien de le rappeler aussi. Et de valeur économique qui peut être intéressant. Mais ça, c'est un autre domaine. Alors, en effet, c'est un autre domaine. Juste pour te compléter aussi pour ta question, je trouve que scientifiquement, c'est normal que les scientifiques essayent de faire ça, hein, de façon. Enfin voilà, un scientifique ne peut pas s'empêcher de faire des expériences. Par contre, bien sûr, on ne maîtrise pas où en est le dérèglement climatique. On n'arrive pas à comprendre donc les répercussions, hein. C'est parce qu'on dit réchauffement, mais enfin c'est tout un dérèglement qui va se créer. Et donc là, on fait des apprentis sorciers. Après, un scientifique, forcément, il a envie de faire des expériences. On le fait sur, comme tu l'as dit, hein, sur l'agriculture avec la vigne. Donc voilà, pourquoi pas essayer. Mais bon, en fait, scientifiquement, ça peut être intéressant. En tout cas, ça n'est sûrement pas une solution au problème. Voilà, après, ce que tu mentionnais aussi sur les arbres, effectivement, ça vient aussi de l'Office national des forêts, etc., où derrière, la problématique de cette migration assistée, elle n'est pas forcément de rétablir ou d'aider au rétablissement d'une forêt durable, diversifiée, etc. Bien souvent, il y a aussi l'idée de continuer quand même à produire du bois, voilà, derrière les conditions qui vont être plus complexes derrière. Donc, faut faire aussi attention à ce qu'il y a derrière, en fait, ces processus-là. Il peut y avoir les deux, effectivement, mais on a toujours cette idée bah, de comment continuer, en fait,
à avoir des forêts productives alors qu'elles seront beaucoup plus sèches, alors qu'elles brûleront plus souvent, etc. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit avant, c'était très intéressant. Je suis en thèse en fait en écologie urbaine et je travaille sur les questions de désimperméabilisation. Et je me demandais en fait ce que vous aviez dit, mais la nature en ville, elle est assez transitoire, les espaces de friches, tout ça, c'est très transitoire. Et j'ai l'impression que pour que ça soit périn dans le temps, faut qu'on soit carrément gagnant. Il y a des enjeux économiques forts. Donc en fait, je me demande dans le monde actuel, je me pose la question de comment parler de libre évolution à des gens qui ont ces enjeux économiques en tête. Et du coup, il y a des, des déconnexions un petit peu avec ces gens-là. Donc comment parler à ces gens-là de libre évolution? Alors, ce qui peut être intéressant en ville, ce qui est une chance, c'est qu'on n'a pas cette notion quelque part d'écosystème de référence. Les choses ont tellement été détruites, ne serait-ce que par le tissu urbain, les sols, l'empilement des sols, etc., que déjà, moi je trouve que la libre évolution, le laisser-faire peut mieux passer à partir du moment où il n'y a pas de nuisance pour les personnes qui y vivent. Et rapidement, il y a des nuisances. Rendez-vous compte, il y a des feuilles qui tombent des arbres, c'est terrible. Voilà, mais j'exagère à peine, hein. Voilà, les nuisances, elles arrivent là, quoi. Après, effectivement, il y a plusieurs sens à faire. Il y a à convaincre les gens qui vivent ces villes d'un besoin de retour à la nature spontanée, sauvage, par rapport aux jardins, espaces verts qu'on a gérés, coupés, tondus, etc. pendant des années. Je pense que les choses évoluent quand même avec les concepts de jardins alternatifs, etc., de libre évolution. Et après, pour les aménageurs, à un moment, là, on est sur d'autres argumentaires, effectivement, des argumentaires plutôt de service, bien évidemment, et hélas, quoi, quelquefois, ben, qui sont de lutte contre l'îlot de chaleur, la création d'îlots de fraîcheur, etc., le retour des insectes pollinisateurs. Donc voilà, il y a ces deux populations à cibler. Mais effectivement, pour l'instant, tu as raison, beaucoup d'espaces de friches et de nature spontanée en ville sont des natures temporaires. Voilà. Je pense qu'il faut effectivement un peu bouger un peu le référentiel, mais ça peut pas se faire comme ça facilement aujourd'hui. Et il n'y a pas que en ville, hein. Moi, j'habite au pied du Mont Aigoual, dans un petit village, dans zone d'adhésion du parc, et je sais pas comment faire pour limiter le bruit de la tondeuse et de le truc, le taille-haie là, machin, etc. C'est l'enfer tous les printemps. Euh, il y a, pour l'instant, le beau, c'est ça, c'est la pelouse tondue et puis la haie taillée. En plus, il y a de la réglementation par-dessus le marché et puis il y a la cohabitation avec les voisins, etc. Donc, il y a plein de trucs. Donc, il faut reconstruire des choses à travers le beau je sais pas, des insectes, des petites bêtes, des trucs, etc. Peut-être les insectes, ça peut être une entrée aussi intéressante. Et ça va se faire petit à petit. Là, c'est Noël, il y a plein de pubs. Je sais pas, j'ai des enfants, il y a plein de pubs pour avoir des petits microscopes pour observer les petites bêtes. Bon, c'est du marketing, tout ça, c'est fait en Chine. Ok, d'accord, on sait que c'est. Mais je trouve ça intéressant parce que je ne sais pas si ça marche très bien et pour 20 euros, tous les gamins peuvent avoir ça. Je trouve que c'est un premier pas quand regarder les petites bêtes qu'il y a partout, etc. Et puis, effectivement, dans une pelouse tondue ras, il y en a beaucoup moins. Euh, il y a un imaginaire qui s'est construit et il faut en construire comment il faut en construire un autre. Les désimperméabilisations des écoles, il y a des communes qui sont engagées, donc le politique, il intervient fortement là-dedans. Par exemple, Montbazin, qui vient d'obtenir un prix de la commune, biodiversité, etc., c'est fortement engagé dedans. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu l'imperméabilisation des écoles. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On bétonnait parce que la demande était, ben non, il ne faut pas qu'il y ait de boue sur les affaires des enfants. Aujourd'hui, je ne dis pas que les gens, ils sont enchantés de voir les gamins avec plein de boue sur leur machin, mais bon, voilà, c'est- l'épanouissement, je pense qu'il y a une forme d'épanouissement à construire sur ce qu'on appelle nous beau et ce qui est considéré comme moche par d'autres personnes. Dans ce que je précise, quand on enlève le béton dans les cours d'école, malheureusement, c'est pas forcément pour la biodiversité, c'est parce qu'avec le réchauffement climatique,
Il fait très très chaud dans les cours l'été. Alors, tant mieux si ça a une répercussion. Mais c'est vrai qu'on voit que c'était pas trop l'objet de votre question, hein. Il y a du travail. Voilà, on s'est tellement éloigné de la nature. En fait, on cohabite. Et c'est vrai qu'une commune qui laisserait un terrain un peu, on va dire, en jachère, un peu comme ça, en libre évolution, ben, les gens diraient, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, puis il y a des réglementations, les incendies, etc. Et c'est des sujets qui sont profonds, en fait, hein, voilà, qui sont politiques. Et puis, voilà, c'est philosophique. Enfin, c'est toute la question de notre rapport avec la nature, hein. Mais si je puis raconter une petite anecdote qui concerne notre université à Montpellier, quand il y a 20 ans, bah, Olivier Thaler, en fait, qui était à la manœuvre, etc., a mis en place un agenda 21, un agenda 20 21 avec comme précommunication, on arrête d'arroser, alors surtout sur le campus Triolet où il y a pas mal d'espaces verts, on arrête d'arroser. Donc tout de suite, effectivement, il y a les gens qui trouvaient ça bien, en fait, ils ne se sont pas exprimés, mais les gens qui étaient dérangés, ils se sont exprimés, ils sont allés râler en disant, ah ouais, mais la pelouse, machin, etc. Et puis après, ils se sont un peu tus parce que ça, bon, voilà, ça diminue, ils ont été pas contents, ils se sont exprimés, ils se sont râlés un petit peu, puis après, ils se sont arrêtés. Puis surtout, le type qui payait la facture de flotte, il a dit, ah non, mais moi, je reviens pas en arrière, hein, c'est une affaire entendue, hein. Donc on remet pas l'eau, hein. Voilà. Voilà, après, en ville, il y a quand même des gros projets en fait, de sensibilisation à la nature en ville, hein, sur Paris notamment, Sauvage dans ma ville, qui a eu des très beaux succès. Et à partir du moment où il y a une sensibilisation, il y a une action d'aller pour expliquer, faire découvrir, soit une découverte sensible, etc., on arrive quand même à embringuer beaucoup de personnes, quoi. Voilà. Il y a toujours un temps d'adaptation, on a toujours peur un peu peut-être du changement, mais après, voilà, je pense qu'il y a, ça a été pionnier sur Paris. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ce qu'a fait le Muséum d'histoire naturelle il y a déjà maintenant plus de 20 ans sur cette opération Sauvage dans ma ville. Il y a un site, je vous conseille d'aller le voir. Il y a possibilité de faire des animations sur la découverte des espèces cosmopolites, sauvages, des rues, qui est vraiment chouette. On va prendre une autre question. Bonsoir, Luc, citoyen lambda. Du coup, moi, ce que je me demandais, c'est à la vitesse à laquelle on artificialise tous les sols, je pense qu'il est quand même important de pouvoir agir, en fait, et que c'est quand même quelque chose. Il y avait un exemple aussi en Suisse et en Suède par rapport à laisser l'ensauvagement. C'est intéressant, mais c'est pas forcément applicable à certaines régions de France où il y a beaucoup plus de population qu'en Suède ou en France, ou en Suisse. Euh, oui, les tronçonneuses. Je pense que les gens qui ont un bac+5 peuvent s'en servir et devraient s'en servir plutôt que de dire aux gens comment s'en servir. Et le saumon, en fait, c'est par exemple quelque chose qui est intéressant, où c'est une espèce qui a disparu à certains endroits à cause des barrages et qui a dû être réintroduit. Et des fois, d'agir, ça peut permettre certaines choses. Et c'est, entre guillemets, obligatoire. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais du coup, voilà. Alors, pour la Suisse, c'est pas une grande surface, hein. Le parc national, il fait 17 200 hectares. Et il y a 4 communes qui sont propriétaires du foncier. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que donc on a eu l'occasion de discuter avec le directeur du parc national suisse en 2019. Et il nous a dit que les 4 communes qui sont propriétaires du foncier perçoivent chaque année 20 millions de retombées économiques de ces 17 300 hectares laissés en libre évolution. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable en France. 17 000 hectares, c'est à peu près l'équivalent de la réserve naturelle nationale des hauts plateaux du Vercors. Et il n'y a pas plus de gens dans les hauts plateaux du Vercors que dans le parc national suisse. Oui. Euh, donc, ce qu'on peut évoquer à partir de ça, au niveau des densités, j'ai ce petit exemple un peu croustillant. On avait fait une conférence en Belgique, donc et à un moment donné, on avait parlé de bison. Et suite à cela, il y avait Madame la ministre de l'Environnement wallon qui était présente à la conférence. Et ensuite, il y a une revue qui est éditée qui s'appelle Naturalité et Forêt, qui est très bien faite. Et on voyait le discours de Madame la ministre de l'Environnement qui disait, effectivement, dans un territoire comme la Wallonie, où on a une faible densité humaine, entre parenthèses 350 habitants au kilomètre carré, et donc ça ne m'a pas empêché de penser tout de suite à ma Margeride, où on est à 4 habitants au kilomètre carré, et le retour du bison à Margeride, mais vous n'y pensez pas, madame, non, c'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a des perceptions qui sont très différentes. Et
donc qui peuvent se chiffrer entre différentes régions. Donc il faut profiter de ces arguments maintenant, d'avoir une vision plus globale, de trier un petit peu, c'est des plaidoyers, voilà, ça fait partie du jeu, après tout, pourquoi pas. Juste pour compléter, je pense qu'effectivement, en France, on a besoin vraiment de surface. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément aller les chercher dans des espaces qui sont déjà protégés, mais des surfaces qui sont déjà en libre évolution, en moyenne montagne, etc. Il y en a des milliers d'hectares pour expérimenter, en fait, à l'échelle, bien évidemment, la plus grande possible. C'est dommage que Francis Allais n'était pas avec nous, parce qu'il y a cette idée-là aussi derrière de forêt primaire. Donc, c'est de repartir en fait sur des dynamiques forestières. Mais c'est vraiment ce qui nous manque pour voir ce qui se passe. Voilà. Concrètement, mesurer, le suivre. Et encore une fois, sur des surfaces qui soient suffisantes. Et bien évidemment, dès qu'on s'y penche, ben, on constate que eh bien, chaque espace n'est pas que pour le réensauvagement, qu'il y a toujours du multi-usage sur la chasse, la randonnée, la découverte, des pratiques agricoles empiriques, etc., collectives, et sur lequel avec lequel il faut savoir composer. Voilà. Ah, non, 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 mais voilà. Je pense qu'il y a actuellement en France, il y a réellement cette envie de par ce qui a été fait par Gilbert et Béatrice déjà avec les réserves de l'espace. Il y a cette volonté qui existe, qui est bien plus ancienne. En fin 19e, il y avait les séries artistiques à Fontainebleau, il y a les réserves intégrales de l'Office national des forêts, il y a un conservatoire en Basse-Normandie, je crois qu'il y a des réserves en libre évolution. Il y a cette volonté, mais on est toujours composé à cet aspect un peu confetti, un peu enclavé, etc., qui empêche réellement d'avoir une opération. Mais je pense que l'envie, elle est là, et dans le monde scientifique, et elle progresse beaucoup dans le monde de la gestion sous couvert de la demande sociétale qui incite à aller vers ça. Voilà. Oui, dans la discussion, je pensais à quelque chose que j'avais entendu quand j'étais ado. Un jour, j'ai écouté un documentaire c'était un président, enfin un directeur d'une réserve ou d'un parc national, je ne sais plus. Et j'avais été étonné, j'avais 14 15 ans, et il disait, on lui a demandé c'est quoi l'avenir de ces parcs pour vous. Il avait dit un truc qui m'avait étonné à l'époque, et ça m'avait surpris, donc je m'en souviens encore. Il avait dit, bah, l'avenir, ça serait qu'il n'existe plus ces parcs et ces réserves. Ah, donc a priori, on se dit, c'est bizarre. Et en fait, on se dit, oui, il a tout à fait raison, puisque alors, on crée des réserves, hein, je suis le premier à créer des réserves, mais je trouve que des fois, il faut faire attention que ça ne donne pas bonne conscience, soit aux politiques ou aux citoyens lambda, que nous sommes tous quelque part, hein, de se dire, ben voilà, on a fait des musées, en fait, hein, on a fait des musées, des conservatoires, certains peuvent considérer ça, même si ce ne sont pas des conservatoires, et de dire, alors je suis le premier à dire, il faut des parcs et des réserves, mais il faut faire attention aux politiques qui ne considèrent pas ça. Oui, bon, alors on vous fait plaisir, les écolos, tout ça, enfin bon, bref, on vous donne quelques terrains, vous achetez les associations, ils sont pas méchants tant qu'ils militent pas trop. Mais voilà, je pense qu'il faut faire très attention à ça. C'est quoi le but? Et voilà, si c'est pour se donner bonne conscience, moi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est il y a une vraie vision, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est intéressant. Voilà, mais c'est une remarque que je voulais faire, que je trouve assez important. Une autre question? Bonjour et merci beaucoup pour tous ces échanges qui sont très enrichissants. Alors, je suis postdoc au CEF et je travaille sur les bousiers. Donc, merci à la personne qui a mentionné ces insectes vénérables et très utiles. Euh, euh, alors, en plus, en travaillant sur des insectes qui exploitent surtout les milieux ouverts, moi, je me dis, bah, si la végétation se referme, bah, tant pis. Pour les bousiers, on aura perdu des bousiers, on aura gagné des coléoptères saproxyliques. Donc, et là, mes deux questions sont les suivantes. Donc, premièrement, je m'interroge sur le fait que la diversité est souvent la métrique la plus utilisée quand on fait une sorte d'évaluation, de constat, d'état des lieux, de conservation d'un écosystème. On utilise la diversité. En milieu méditerranéen, c'est très classique, hein. Pour l'instant, je n'ai pas vos expériences, mais je n'ai pas vu une assemblée où la fermeture du milieu a été envisagée comme quelque chose de positif. On est souvent en garrigue, pour reprendre l'exemple, ça se referme, donc on perd de la diversité. Bon, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on pourrait gagner en termes de diversité lorsque le milieu va se refermer et si on attend 100 ou 200 ans?
Donc ça, c'est ma question. Est-ce que la diversité est vraiment la bonne métrique à envisager dans ces questions-là, en fait? Et ma deuxième question, c'est un petit peu, c'est pas vraiment une question, mais c'est un peu plus philosophique, je pense, parce qu'il est vraiment question de philosophie. Je suis tout à fait d'accord quand ce terme-là a été mentionné. Eh bien, est-ce que un pinson, je sais pas, est-ce qu'un pinson des arbres a moins de valeur qu'un trachéoréa? Bon, voilà, ça c'est une vraie question. Ces espèces méditerranéennes liées à des milieux ouverts qui se maintiennent aujourd'hui grâce à des activités de pastoralisme, beaucoup en milieu méditerranéen. Finalement, est-ce qu'il faut à tout prix essayer, par des mesures financières assez élevées, de garder ces milieux ouverts? Ou est-ce que finalement on se dit, bah tant pis, ça se referme, c'est pas grave, le trachéoréard, il restera dans des milieux semi-désertiques en Espagne, et puis voilà. Ou alors, on se dit, pourquoi pas, à la faveur d'un éleveur qui voudrait se réinstaller, et par contre lui donner les moyens de se réinstaller, ok. Mais si l'activité n'est plus présente et qu'elle n'a pas vocation à être présente, pourquoi la forcer en fait à être présente pour une ou deux espèces en particulier? Merci. Moi, je peux esquisser une première réponse, hein. Au Seine, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont en convention et en particulier des éleveurs, hein, plus de 150 en fait en Occitanie. Alors d'abord, il y a un débat, en fait, effectivement, parce qu'il y a aussi un débat, alors au-delà de la philosophie, après, il y a un débat sur quelle nature et quelles sont les espèces, etc. Il y a des espèces emblématiques, etc. Donc il y a un débat qui est pas facile à trancher. Il y a un débat, ok. L'aigle de Bonelli, le machin, etc. C'est pas un oiseau forestier. Bon, il y a un débat. Il y a une responsabilité, parce qu'il y a des règlements sur sur la protection des espèces. Donc on peut pas faire comme si le règlement n'existait pas. Donc ça, c'est aussi autre chose. Et puis après, on n'en a pas parlé, mais il y a tout le lien avec comment, et c'est ce que je voulais dire, les autres acteurs sur le territoire. Euh, on a pris le parti de travailler avec les agriculteurs et les éleveurs, parce que je pense qu'on ne peut pas, parce que aujourd'hui, on va pas faire un débat là-dessus, parce que ce serait trop long. Moi, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas faire sans le développement du monde agricole, etc. Et je suis intéressé, effectivement, pour des raisons qui sont de territoire, de socio-économique, de lien avec l'agriculture, de l'implication que nous, on fait avec Terre de Liens pour l'installation des fermes. On est vraiment engagé comment là-dedans pour des raisons qui ne sont pas uniquement des raisons qui sont liées comment à la préservation. Parce que je ne sais pas répondre à ta première question pour savoir si c'est bien ou mal. D'ailleurs, comme mes étudiants, je me fie beaucoup, beaucoup du bien et du mal. J'essaye de voir si c'est bon ou mauvais. Et globalement, j'essaye de répondre à bon ou mauvais en intégrant d'autres choses que la biodiversité, mais en intégrant les gens qui sont sur les territoires. Et puis, j'ironise un peu comme ça. Je pense que notre goût, nous autres Français, bon, disons, notre goût immodéré pour les produits du terroir, les machins, etc., je pense que c'est une chance pour les territoires et pour la préservation de la biodiversité. Voilà, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais je pense que c'est une chance. Oui, alors, c'est intéressant cette approche. Elle est très importante. C'est une approche, tu as raison d'évoquer cette notion de philosophique et du grand questionnement et la réponse qu'on peut donner. Alors, déjà, par rapport à l'agriculture, moi, je sais que chaque fois que je peux évoquer cet aspect-là, je parle de paysage culturel. Et je prends l'exemple du COS, du COS de l'Arlac, des différents COS, et en disant, ça évoque bien ce que je disais, on est face à un terroir, face à un paysage qui est humain entièrement, mais qui est beau. Et pour une fois qu'on peut dire que le bonhomme, il peut faire du beau, on ne va pas s'en priver non plus. Voilà. Après, il faut faire attention parce que du coup, on dit oui, puis alors, comme ça, on peut nourrir les vautours. Les vautours, ils n'ont pas besoin de. Si la faune sauvage est présente, il y a suffisamment de cadavres pour nourrir les vautours. Et puis, il y aura autant de vautours qui pourront être nourris. Mais parce que souvent, on nous dit oui, vous nourrissez les vautours. C'est pas vrai. Ensuite, par rapport à la diversité, effectivement, moi, je cite souvent l'exemple des cours d'eau. Si vous êtes sur le haut d'un bassin versant, près des sources de la Loire,
une eau qui est parfaitement limpide, d'une tristesse absolue, vous avez la truite, le verron, le chabot et la loche franche. Quatre espèces de poissons. Si par contre, vous mettez un petit peu de nitrate, l'agriculteur du coin met un peu de nitrate, phosphate, ça arrive, il va y avoir des algues, ça va se trophiser un peu, pas trop pour faire disparaître les quatre que j'ai évoqués, mais ça permet de faire venir le chevenne, le gardon, qui sont des poissons qui aiment bien quand ça... Vous faites un barrage, un petit barrage, pas un gros, mais où l'eau s'arrête. Et à ce moment-là, vous avez de l'eau beaucoup plus calme, et du coup, vous rajoutez un petit peu le nombre d'espèces. Vous devenez de plus en plus riche. Vous ne regardez pas la qualité du produit, bien sûr, mais... Et puis, moi, je l'ai vu faire quand on fait les IBGN. On rajoute les espèces invasives, nouvelles espèces. Donc, plus on vous met d'espèces invasives, vous voyez, avant, on n'avait qu'une espèce d'écrevisse, Strophotamobus, voilà. Et puis, heureusement, on a rajouté Orconectes limosa, on a rajouté la passiflore. On en est à 5 ou 6 maintenant. Donc, bon, les Américains, ils sont à 100 ou 200 espèces d'écrevisses, voilà, parce que eux, quand il y a des glaciations, ça a pu passer Panama, tout ça, et remonter. Côte nous, ça c'est bon, voilà, c'est la belle histoire. Mais tout ça pour dire que effectivement, il faut prendre toujours prendre du retrait et se faire un raisonnement plutôt philosophique que pragmatique. Il doit être pragmatique, bien sûr, mais c'est la place philosophique de l'homme. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir 8 milliards de bonhommes qui sont là que pour bouffer, et pour vider les ressources naturelles et augmenter les déchets. Parce qu'en gros, si on résume l'histoire humaine, c'est à peu près ça, hein. Il y a les ressources naturelles, on va bientôt on dira, bah, on est bon, on est réussi. Il n'y a plus une goutte de pétrole maintenant, donc on est content. Bon, la température un peu élevée. Enfin bon, la Terre a connu ça pendant toute l'ère secondaire, Trias, Jurassique, Crétacé. C'était impossible de mettre un glaçon dans un verre de pastis. Il n'y avait pas un glaçon sur toute la planète. C'est une tristesse absolue, hein. Tandis qu'après les glaciations, bon, voilà. Mais voilà, donc ça c'est important. Mais ça demande un point moi qui me paraît aussi très important, c'est d'avoir une vision plurielle, la plus plurielle possible, et notamment avec la géologie. Parce que, bon, moi, je sais qu'après, j'ai fait un doc de géologie, et ensuite, je suis allé vers la biodiversité. Et puis, bon, avec l'agrégation, on est les buffons du 21e siècle. On ne sait pas grand-chose sur beaucoup, mais voilà. Mais encore une fois, cette approche sciences humaines, elle est très importante aussi. Alors, on a notre ami Baptiste Morisot, avec qui on discute souvent en marchant le long des rivières, donc qui effectue ce travail-là. Et c'est très important, très important. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert. On va peut-être prendre une dernière question. On arrive à la fin du temps imparti. Question brève, si possible. Bonjour. Du coup, moi, je suis juste diplômée Je suis ingénieure agronome et en agroécologie et développement du territoire. Ma question, c'était, on a abordé beaucoup de choses par rapport aussi à la notion de ce qu'on voudrait qu'il soit, de ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, et de créer de nouveaux imaginaires. C'est plutôt par rapport à ça que je vais essayer de rebondir. Tout ce qui est au niveau des activités socio-économiques. Comment on fait, je ne sais pas si vous avez des idées ou des pistes pour que ces activités socio-économiques euh, deviennent un peu plus flexibles, un peu plus dynamiques, puisque tout ce qu'on a vu, c'est que on parle beaucoup de restaurer, de revenir à un état, de conserver, et toujours dans quelque chose de très immuable. Alors qu'au final, on a vu que le réensauvagement, c'était un processus dynamique, que ça faisait que changer, et qu'au final, toutes les activités, notamment l'agriculture, on essaie toujours d'avoir par exemple un parc, une pâture qui va être stable et toujours la même. Et comment on peut avoir des activités socio-économiques et de manière générale des activités anthropiques qui s'adaptent en permanence et qui respectent justement cette dynamique enfin, l'adaptation de la nature au cours du temps, quoi. Voilà, je ne sais pas du tout si c'était clair.
La réponse, elle est un peu par rapport à la question qui était précédemment, c'est parler de la diversité. Moi, je trouvais ça intéressant. J'aurais aimé que tu ailles jusqu'au bout de ta question en disant, bah, s'il n'y a pas la diversité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais la diversité, elle est là. L'adaptation, la résilience globale, notre homéostasie sur Terre, elle sera de la diversité, en fait, des relations qu'on va pouvoir avoir dans la nature sur un gradient qui va d'espace réensauvagé, etc. Et bien évidemment, ce ne sera pas réensauvagé partout. Et les enjeux sont là. Sur les ensauvagements par rapport aux aspects socio-économiques, bon, c'est dommage, il n'y a peut-être pas ici sur cette table ronde, enfin, vachement ronde, euh, de socio-économistes, etc. Mais on est beaucoup accompagné aussi au niveau des recherches en sciences humaines sur ces nouveaux circuits économiques qui vont permettre de valoriser ces nouveaux espaces. Et tout à l'heure a été citée l'opération d'introduction du cheval de Przewalski sur le Cosméjean en attendant sa réintroduction qui a été faite au milieu des années 2000 en Mongolie. Il y a toute une réflexion justement sur comment se passer des mécènes qui ont supporté pendant des années en fait cette opération sur en fait au Villaret, le site est en train d'être complètement restauré. Je parle des bâtiments, etc. pour accueillir des scientifiques, pour accueillir en fait une certaine forme de écotourisme qui va permettre au système en fait de s'autofinancer. Il y a beaucoup de réflexions sur ça, sur ces nouvelles méthodes qui font que ce ne sera pas en dehors des circuits économiques et essentiellement à la charge du contribuable français, quoi. Voilà. Je pourrais compléter en disant, il faut penser, comment, jeunes gens, il faut penser à un moment donné de, d'éventuellement d'investir les conseils municipaux, hein. Non, sérieusement, hein, parce que c'est là. Vous savez, en France, là, on n'a pas parlé des. Oui, il y a beaucoup de consommation de l'espace, etc. Mais en France, la commande publique, c'est presque 2 000 € par habitant et par an. Faites le calcul. Alors évidemment, c'est pas que pour faire du béton, mais il y en a pas mal pour faire du béton. Donc la commande publique, c'est quand même le moteur de la destruction de la biodiversité. Donc oui, il faut investir les endroits. Moi, je vois dans mon village, je suis dans la zone d'adhésion du parc des Cévennes, mais dans le conseil municipal, parler de nature, c'est une incongruité, quoi, encore. Donc, ah oui, on cherche des idées, machin. Ah oui, bah, on pourrait faire un parking pour l'école, mais non, mais tu... Et après, je discute, bah oui, d'accord, ok, tu veux faire un parking, mais au moins tu le fais pas étanche, hein. Ah bah non, je peux pas parce que les dames, elles ont des chaussures à talons dans les Cévennes, dans mon village, mais t'as même pas vu les dames, quoi, il n'y a pas de talons. Enfin. Donc, non, mais voilà, les jeunes, il y a du bon sens, en fait, parce qu'en plus, vous êtes formés scientifiquement, mais n'hésitez pas, à un moment donné, il faut aller dans ces cénacles-là, un peu pour bousculer les vieux qui nous gouvernent, là. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut clôturer cette table ronde. Merci à tous d'être venus, si nombreux, et surtout un grand merci à à nos intervenants pardon, de s'être déplacés et d'avoir pris de leur temps. Donc, un grand merci à vous. Aux organisateurs.